Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 15 septembre 2022. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Alors, campagne électorale provinciale dans Portneuf, nous recevons aujourd'hui en studio la candidate de Québec solidaire, Anne-Marie Melançon. Le Centre provincial d'expertise en énergie biomasse à Saint-Marc-des-Carrières prend forme. Les travaux de dragage dans la rivière Sainte-Anne et l'installation des blocs de granit plus au nord sont terminés. Medway débute la phase 4 de son développement à Pont-Rouge. Expo Donnacona bat des records d'achalandage. Et Charles nous fera part de ses rencontres politiques dans le contexte électoral. Alors, bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Tout d'abord, campagne électorale provinciale dans Portneuf. À ce jour, jeudi 15 septembre, on retrouve 4 candidats dans Portneuf sur le site d'Élections Québec qui ont déposé leurs documents et signatures comme il se doit à la directrice du scrutin. Par ordre alphabétique, on retrouve Jacinthe-Ève Harel du Parti conservateur du Québec, l'indépendant Patrick Bourson, Vincent Caron de la Coalition Avenir Québec et Anne-Marie Melançon de Québec solidaire. Les candidats ont jusqu'à ce samedi 17 septembre à 14 h pour amasser les 100 signatures nécessaires et déposer leur acte de candidature. Dans Portneuf, le bureau principal de la directrice de scrutin, Alexandra Desrosiers, est situé au 235 rue Saint-Cyril à Saint-Raymond, dans les locaux de l'ancienne pharmacie Uniprix au centre-ville. Un bureau secondaire est situé à Donnacona, au 325 rue de l'Église, à l'entrée du marché Métro. Le vote par anticipation se déroulera les 25 et 26 septembre de 9h30 à 20h et le lundi 3 octobre, les bureaux de vote seront ouverts de 9h30 à 20h. Rappelons que pour voter le 3 octobre prochain, il faut être inscrit sur la liste électorale à l'adresse de son domicile. Il est possible de vérifier son inscription en ligne dès maintenant sur le site d'Élections Québec ou sur l'avis d'inscription que vous avez probablement reçu à la maison par la poste. Si votre nom n'est pas inscrit ou s'il y a une erreur, on a jusqu'au 29 septembre à 14 h en personne pour corriger la situation auprès de son directeur ou directrice de scrutin de sa circonscription. En ligne ou par la poste, seules les demandes reçues avant le 19 septembre, c'est lundi prochain à 21 h, seront acceptées pour l'élection du 3 octobre. Pour l'électeur qui voudrait voter par anticipation les 25 et 26 septembre, il devra être inscrit au plus tard ce lundi 19 septembre prochain. Mardi soir prochain, 20 septembre, dès 19 h, sur les ondes de votre télévision CJSR et de la radio Choc 88.7, toute l'équipe de CJSR sera à la Maison de la Justice, à la salle du Conseil de ville de Saint-Raymond, pour vous présenter un débat en direct entre les candidats qui seront inscrits sur le bulletin de vote pour les électeurs de Portneuf. Jusqu'à maintenant, 5 candidats ont accepté leur participation. Seule l'équipe du Parti libéral du Québec nous a signifié que leur candidat dans Portneuf, Patrick Hayes, n'y participera pas.
C'est donc un rendez-vous ce mardi 20 septembre dès 19h sur les ondes du câble d'Éry Télécom et de la radio Choc 88.7. Charles Laviolette poursuit ses rencontres avec les électeurs du comté de Portneuf, dont l'ex-député libéral Michel Matte cette semaine. Écoutons sa capsule. Dans toutes les campagnes, on a toujours eu des promesses. Mais là, je pense, là, ça déborde. Là, les promesses, c'est rendu... On a l'impression d'avoir gagné la loto. T'sais. Là, c'est à quel parti qui va promettre plus, t'sais. Puis dans un contexte actuel où on a l'inflation, elle s'en vient galopante, les taux d'intérêt vont augmenter, la dette, on est en train d'augmenter la dette. La CAQ a fait, je pense, un bon travail. Est-ce que ça a été parfait? Non, loin de là. François Legault le disait, on bâtissait un avion en plein vol pour la gestion de la pandémie. Donc, est-ce que ça a été parfait? Non. Est-ce que le parti est allé aussi loin au niveau de ses engagements qu'il aurait dû l'être en fonction de la pandémie? La réponse est non, non plus. Je pense que le parti, s'il n'y avait pas eu la pandémie, aurait mis d'avant la majorité de ses promesses électorales. La CAQ a fait plus pour Portneuf en un mandat que le passé libéral ou les dernières 15 dernières années. Là. Il y a énormément de choses qui se sont faites dans Portneuf dans les dernières années. Moi, je pense qu'on est rendu qu'actuellement, les partis, OK, devraient cesser de faire des promesses, mais aussi d'expliquer davantage c'est quoi leurs promesses. Moi, je travaille en ville, je prends ma voiture là, avec la pandémie, on y va moins, mais il y en a du trafic. C'est sûr que c'est pas Montréal, mais dans le bout de trafic le matin et le soir, il y a du monde. Puis moi, j'ai la chance, je n'ai pas à traverser l'autre côté, mais j'ai des collègues qui restent sur la Rive-Sud. C'est pas le fun de traverser le pont Pierre-Laporte. Donc, tu sais, est-ce qu'un troisième lien, oui, va créer de la pollution, c'est clair, mais d'un autre côté, les gens vont être pris moins dans le trafic, vont moins faire virer leur voiture en attendant de traverser. On parle d'un troisième lien à Québec. Pendant ce temps-là, les deux ponts de Québec, ils ont besoin d'amour. Là, on chicane à savoir qui va peinturer le pont de Québec. Là, on va changer sur le pont La Porte. On sera peut-être mieux, là, d'avant de penser à un troisième lien, d'entretenir ce qu'on a, là, comme lien de la Rive-Sud, de la Rive-Nord. Ça, je pense qu'il y a des aberrations, là, que je constate qu'il faudra faire attention de ce côté-là. Il y a des plans pour la grande ville, Québec, Montréal, mais nous, on est en région. On est une banlieue de Québec, mais on est une région quand même. Ici, le transport en commun, ça n'existe pas, ou à peu près pas. Il y a des soubresauts, c'est bien ce qu'il y a, mais on n'est pas rendu là encore. Moi, je pense que notre transport en commun dans Portneuf, on devrait le bonifier. Puis la façon de le bonifier, je pense qu'il faudrait rajouter un transport sur l'heure du midi, justement, parce qu'il y en a qui pourront y aller, puis revenir sur l'heure du midi. Il y a des voies cyclables aussi. On n'en parle pas, mais on pourrait vraiment là, améliorer nos voies cyclables. Moi, je suis convaincu que si on fait plus d'exercice, hein, bien, je pense que les soins de santé, les coûts vont diminuer. Je ne crois plus qu'on va pouvoir régler les problèmes de santé puis de médecin pour tout le monde. Là, non. Mais qu'est-ce qu'on peut faire puis comment on peut sensibiliser dans cette matière-là? Je pense que la CAQ a fait ce qu'il pouvait, puis Benoît Charette, je pense, est un bon ministre de l'Environnement avec des bonnes mesures. Il fait ce qu'il est capable dans le temps qui est imparti, parce que peu importe les questions que vous allez me poser aujourd'hui, on ne se le cachera pas, ça a beaucoup, beaucoup été mis en l'ombre à cause de la pandémie. T'sais, tout est relié à la pandémie. Comme je vous le disais tantôt, s'il n'y avait pas eu la pandémie, on aurait peut-être été plus loin dans l'environnement aussi. Il y a toujours la question là, des médecins dans le secteur ouest de Portneuf. Lorsqu'on est rentré dans le système, on est très bien soigné. Mais c'est d'entrer dans le système qui a un problème. Bien, c'est sûr qu'il y a des enjeux. Tu sais, Portneuf, il y a des enjeux de pauvreté, de logement social. Je parlais un petit peu de récréotourisme tantôt, l'offre au niveau locatif. Consommer local, je pense mousser beaucoup les produits locaux du terroir de Portneuf auprès de la clientèle de Québec. Puis nous, à Pont-Rouge, on a un dossier hyper important. Vous avez peut-être vu le reportage à TVA Nouvelle il y a quelques jours où on milite pour une école secondaire, une nouvelle école secondaire.
Je suis co-signataire d'une lettre là, qui encourage les gens à aller voter. Tu sais, on est dans une démocratie, puis c'est important d'exercer notre devoir. Par contre, je comprends beaucoup là, mes concitoyens, mes concitoyennes qui se disent « Mais ça donne quoi d'aller voter? » Tu sais, il y a les gens un peu de cynisme parce que là, ils disent « Ça n'a plus de bon sens, là. » C'est des promesses par-dessus des promesses. Je pense que les partis qui vont soulever le plus de momentum actuellement, étonnamment, c'est les nouveaux partis. La CAQ, les conservateurs et Québec solidaire. Je pense que ça va être ces trois partis-là qui vont lutter pour la pole position dans Portneuf. La candidate du Parti Québec solidaire, Anne-Marie Melançon de Saint-Alban, était à Donnacona le 1er septembre dernier pour parler d'indépendance et l'aménagement du territoire, ainsi que la souveraineté alimentaire et énergétique. Écoutons un extrait de ses propos. En gros, j'ai parlé des compétences fédérales qui, finalement, nous empêchent d'avoir un pouvoir sur le développement de notre territoire, sur la gestion de beaucoup d'aspects de notre société. Donc, entre autres, le fleuve, la gestion en agriculture. Par exemple, les pesticides, c'est pas nous, c'est fédéral. Qu'est-ce qui est accepté ou pas? On a beaucoup d'enjeux au niveau du fait qu'on est une province qui fait qu'on n'a pas beaucoup de liberté. Hein. Les traités internationaux aussi, les traités de libre-échange font en sorte que beaucoup de notre système agricole est dépendant de ce système-là. Ça nous empêche de lutter efficacement contre les changements climatiques et de mener une lutte environnementale aussi. Donc, c'est ces enjeux-là qu'on a abordés. Aussi, on a parlé de souveraineté alimentaire parce qu'on a beaucoup de fermes dans Portneuf. On a plus de 40 % des fermes de la région de Québec. Donc, on a discuté comment on pourrait augmenter les productions pour que ce soit de plus en plus local. Anne-Marie Melançon, bonsoir. Bonsoir. Madame Melançon, vous parliez justement d'indépendance par rapport au fédéral dans plusieurs dossiers, justement. Mais ça touche vraiment l'aménagement du territoire. Vous croyez vraiment que l'indépendance nous aiderait davantage à réaliser, en fait, ce qu'on souhaiterait réaliser? Ou... Tout à fait. C'est sûr que l'indépendance du Québec nous donnerait tous les leviers économiques, politiques pour faire nos choix en matière d'environnement, en matière d'énergie, en matière de développement aussi. Par exemple, bon, je vous donne un exemple, le transport des hydrocarbures, les pipelines et tout ça, c'est fédéral. On ne peut pas vraiment rien faire par rapport à ça. Il y a toutes sortes d'enjeux comme ça qui touchent notre territoire. Le modèle en agriculture, donc, qui est basé beaucoup sur l'exportation du porc et la culture de maïs et de soya pour nourrir. Donc, je vous rappelle qu'au Québec, c'est plus de 70 % de nos terres qui sont dédiées à ça, donc qui ne servent pas à nourrir des gens. Donc, tous ces traités-là internationaux, évidemment, les traités de libre-échange, on n'a pas notre mot à dire là-dedans si on était indépendant. C'est nous qui pourrions les négocier. Ça ne veut pas dire qu'on ne serait pas dans le libre-échange, mais on pourrait négocier nos termes, notre façon de faire. Et voilà. Donc, au niveau de l'agriculture, je pense que ça aurait beaucoup d'impact. Sans aller dans l'indépendance, mais est-ce qu'on peut obtenir plus d'autonomie? Ce sont des visions. Évidemment, ça dépend toujours de si le fédéral accepte. Il y a des choses qu'on peut négocier, c'est certain. On a de l'autonomie dans certains domaines. En agriculture, on a une certaine autonomie. C'est une compétence partagée. Donc, au niveau de l'autonomie alimentaire, la souveraineté alimentaire, c'est sûr qu'on peut travailler au développement comme on fait dans Portneuf, des marchés publics, des circuits courts. On peut faire des efforts en ce sens-là. Mais ça a toujours une certaine limite dans le grand système canadien, si vous voulez. Ouais. Donc, bien sûr, on n'attend pas après l'indépendance pour travailler à l'autonomie alimentaire ou énergétique, mais il y a des limitations. Vous parliez tantôt, là, je pense qu'on parlait de biomasse. Là, donc, ça, c'est un exemple dans Portneuf, quelque chose qu'on pourrait développer beaucoup, la biomasse forestière. On en a. Il y a des possibilités vraiment grandes, mais encore une fois, il y a beaucoup d'enjeux, avec la foresterie, avec toutes sortes le système économique canadien, tout ça nous limite à certains niveaux. Ouais. Nous sommes le 15 septembre, en plein milieu de la campagne, en fait. Qu'est-ce que vous sentez sur le terrain? Est-ce que votre campagne va bien actuellement?
Ben oui, ça va très bien. Ouais. On a une super belle équipe. Nous, on veut rencontrer le plus de gens possible. Donc, on est très présents sur le terrain, justement. On sent beaucoup d'ouverture. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent quand même. J'ai travaillé pour le marché public. Donc, on a une belle réceptivité chez les gens. On voit que le vent tourne aussi pour Québec solidaire. Le dernier sondage était très bon. Donc, nous, on continue. On prend rien pour acquis. Voilà. Donc, Qu'est-ce que vous entendez des gens? Quelles sont les principales préoccupations? Ben, les gens, évidemment, nous parlent beaucoup d'environnement, du coût de la vie, du logement, des garderies. Nous, on a fait beaucoup de travail avant la campagne aussi. On est allé rencontrer des citoyens avant la campagne, notamment des parents qui ne trouvaient pas de garderie. Puis, ce qu'on a constaté, en fait, c'est vraiment aussi, puis je rajouterais la pénurie de main-d'œuvre, on en entend beaucoup parler aussi. Tout ça est relié et on s'en rend vraiment compte. La pénurie de main-d'œuvre, par exemple, c'est vraiment relié à l'enjeu du logement, des garderies. Il y a des gens qui voudraient s'installer ici, mais qui ne peuvent pas parce qu'il n'y a pas assez de logement ou ils ne sont pas capables d'avoir accès à une propriété. Ils trouvent un emploi, mais là, ils n'ont pas de garderie. Donc, il y a un des deux conjoints qui travaille, mais l'autre, non. Donc, tout ça est vraiment relié. Pour nous, c'est vraiment fondamental. On travaille là-dessus, Québec solidaire, prendre soin des gens, prendre soin de la base qui, pour nous, va permettre finalement que l'économie est bien, que les entreprises puissent avoir des employés, travailler sur les conditions de travail aussi, évidemment. Mais les gens nous parlent beaucoup de ça, évidemment, la pénurie de main-d'œuvre, le coût de la vie et la crise environnementale. Beaucoup de gens qui sont inquiets, pas juste les jeunes, beaucoup des gens plus âgés aussi qui pensent à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Et aussi beaucoup de l'éducation. Les gens nous parlent quand même, là, je pourrais peut-être en reparler tantôt, là, mais... Mais qu'est-ce qui vous différencie vraiment là, comme parti par rapport aux autres? Bien, je dirais que ce qui nous différencie, c'est que depuis plus de 20 ans à peu près que Québec solidaire, le mouvement là, qui a mené à Québec solidaire existe, on a vraiment un projet de société. Donc, on a vraiment une vision d'un projet de société. On est beaucoup inspiré par la Révolution tranquille. Des gens comme Françoise David, Amir Kadir, Manon Massé qui sont là depuis très longtemps. On veut vraiment prendre soin des gens. On pense qu'une société où les gens se sentent bien, où les gens ont une qualité de vie, c'est une société plus forte aussi sur le plan économique. Ce qui nous différencie, c'est que on veut vraiment s'attaquer à des choses qu'on considère, comment je dirais, pas banales. Le logement, la garderie, c'est pas banal, mais c'est assez la base. Pour nous c'est fondamental. Mais la plupart des autres partis laissent tomber ces dossiers-là. La CAQ, ça lui a pris 2 ans et demi, 3 ans avant de reconnaître qu'il y avait une crise du logement. La crise environnementale, mon Dieu, on est le parti qui se démarque vraiment, je pense. Notre plan climat a été salué par tout le monde. Le plan climat qu'on propose a été vérifié d'ailleurs par 7 ou 8 experts du climat. Donc, un plan très ambitieux, vraiment qui répond à ce que la plupart des groupes au Québec, Équiterre, Greenpeace, tous les groupes environnementaux, et pas juste ça, aussi la communauté métropolitaine de Québec demande des choses comme ça. Juste aujourd'hui, d'ailleurs, la communauté métropolitaine de Québec a fait une annonce en disant on demande vraiment que le modèle de développement soit remis en doute, que finalement, il faut vraiment travailler sur un ensemble de facteurs au niveau environnemental. Bon, on parlait beaucoup de développement. Par exemple, le modèle de développement des villes. Là, nous, dans notre programme, ça c'est un peu plus technique, mais on propose une réforme des taxes municipales. Ça fait longtemps que les municipalités demandent ça. En fait, c'est que les villes n'ont pas beaucoup de choix pour se développer. Elles doivent développer des quartiers, bâtir des nouvelles résidences pour avoir des revenus de taxes, en fait. Et ça fait qu'on empiète sur le territoire agricole, qui est de plus en plus mince. Ouais. Ça fait que parfois, on accepte des projets parce que ça va amener des revenus de taxes, mais est-ce que c'est vraiment ce qui est le mieux pour les citoyens? On accentue l'étalement urbain. On fait des projets comme le 3e lien. J'entendais un citoyen parler. Donc, nous, on pense à l'inverse. On dit il faut réduire le trafic en offrant du transport collectif. Donc, comme ça, les gens vont prendre le transport collectif et on va diminuer le nombre de voitures. Ceux qui vont vouloir continuer à utiliser leur voiture, bien, ils vont pouvoir et il y aura moins de trafic. Donc, est-ce qu'il faut vraiment bâtir des nouvelles infrastructures routières? Nous, on pense que non. Donc, c'est ce qui nous différencie peut-être sur le plan environnemental. Mais je pense que c'est le gros bon sens à peu près de ce que la plupart des experts disent qu'il faut faire. Okay. Alors, nous, on se trouve très cohérent puis très, très rigoureux là-dedans. Est-ce que ça nous coûte trop cher d'administration au Québec? Est-ce qu'on devrait diminuer de beaucoup, justement, l'administration publique, selon vous?
Ça, c'est des choses qu'on entend, un peu des préjugés sur les fonctionnaires, des choses comme ça. Moi, à mon avis, non. C'est pas du tout la position de Québec solidaire. Au contraire, on a beaucoup travaillé à mettre en valeur la fonction publique. Je vous donne un exemple. Les fameux viaducs, là, il y en a qui se sont effondrés là, dans la région de Montréal. Là, il y a eu des accidents. Et l'enquête a montré que, finalement, les enquêteurs qui avaient été mandatés, ça avait été donné à une firme privée. Et finalement, ça avait été mal fait. Il y avait eu moins d'inspections que prévu. Dans la fonction publique, dans l'administration publique, il y a des raisons pour lesquelles il y a des fonctionnaires, il y a de l'administration, il y a des gestionnaires. Je pense qu'on a déjà tellement coupé là-dedans. À mon avis, c'est pas qu'il manque d'administration, c'est peut-être parfois une mauvaise gestion de cette administration-là. Est-ce que le syndicalisme est trop fort, selon vous? Le syndicalisme? Oui. Non. Moi, je pense pas que le syndicalisme est trop fort. C'est une grande question que vous posez là. Les syndicats, il y a encore des domaines où il n'y a pas de syndicats et où les travailleurs ont beaucoup de misère à faire valoir leurs droits. Ça fait partie de notre histoire, ça fait partie. On a gagné beaucoup de choses avec les syndicats au Québec dans les années 30-40 avec Michel Chartrand. C'était nécessaire. Est-ce que parfois il peut y avoir un peu de blocage ou un petit peu de difficulté à négocier tout ça? Certainement, mais je ne suis pas une spécialiste. Est-ce qu'on aurait intérêt à développer davantage l'économie sociale? Tout à fait, c'est notre vision. L'OBNL, les organismes à but lucratif, développer peut-être moins d'esclavage par rapport à l'argent, peut-être aussi permettre une meilleure autonomie des citoyens avec des jardins communautaires. Comment on voit justement cette économie de terrain-là? Parallèle, en fait, peut-être? Oui, votre question est multiple, en fait. Mais l'économie sociale, comme vous dites, elle est complémentaire à l'économie. Elle est importante et nous, on pense qu'elle est bonne pour l'économie en général aussi. Donc, on a tendance à avoir des préjugés sur l'économie sociale, comme si c'était plutôt du communautaire ou c'est quelque chose qui ne rapportait pas assez d'argent, mais c'est faux. Quand on passe aux petits CPE, des gens qui partent des micro-CPE, des petites entreprises, des petits services, ça fait partie de l'économie. Donc, c'est tout à fait viable. Et justement, on remarque que dans l'économie sociale, d'habitude, les gens restent plus longtemps dans leur emploi, se sentent mieux, je pense peut-être à CJSR aussi, là, se sentent bien accueillis, se sentent bien dans ces entreprises-là, se sentent moins comme un numéro peut-être. Donc, ça fait partie de l'économie. Et nous, c'est sûr que c'est tout un pas qu'on veut continuer à soutenir. Mais évidemment, il n'y a pas que ça. Là. Il y a une place pour l'entreprise privée dans la société, c'est évident. Oui. L'autonomie alimentaire, en fait, pour essayer d'enrayer le plus possible la pauvreté dans une région comme Portneuf, comment vous voyez ça, justement? Bien, je suis contente que vous le demandiez parce qu'il y a tellement une belle initiative dans la région avec la table de sécurité alimentaire, en fait, et le Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, il y a des jeunes là, qui cultivent un jardin et tout ça est amené dans le réseau. En fait, les légumes sont amenés dans le réseau de la sécurité alimentaire. La personne qui prend ça va aussi chercher des choses dans plusieurs fermes. Tout ça est distribué dans les frigos solidaires. Et qu'est-ce qui n'est pas pris par les gens est repris et cuisiné et transformé. Donc, il y a vraiment une belle circulation. Donc, je trouve ça vraiment beau de voir des projets de jardin qui servent à fournir la sécurité alimentaire en complémentarité avec les agriculteurs. C'est assez unique au Québec. Je pense qu'on est vraiment chanceux d'avoir ça. C'est un beau modèle. Est-ce qu'on devrait davantage, justement, favoriser ça? Oui, je trouve que c'est une très bonne idée, justement. Puis en plus, ce projet-là permet à des jeunes qui sont en réinsertion de découvrir l'agriculture, de découvrir ce métier-là, de travailler dehors. Donc oui, puis il y a un autre projet qui est relié à ça, qui est un projet de cuisine. Donc aussi, il y a des jeunes qui peuvent... S'il y a mieux le volet cuisine qu'agricole, ils peuvent développer ça. Donc, en même temps, ça peut ramener des gens sur le marché du travail, ça peut donner des vocations. Puis, oui, puis il y a aussi, dans ce projet-là, le projet de glanage, c'est qu'il amène des gens à aller dans les champs, aller ramasser après. Comme à votre entreprise, justement. Oui, c'est l'entreprise de mon conjoint, Terra Sativa. Parfois, les agriculteurs ne peuvent pas tout récolter. Il va rester quelques légumes qui ne seront pas commercialisés. Donc, il y a des gens à aller chercher. Donc, ça, évidemment, c'est aussi de lutter contre le gaspillage. Donc, c'est extraordinaire. C'est de la solidarité sociale, lutter contre le gaspillage. Effectivement, c'est ce genre d'initiative. Si vous aviez un projet de loi, si vous êtes élu, si vous aviez un projet de loi à passer, dans quel secteur vous aimeriez traiter ce projet?
Bien, il y aurait tellement de choix. Je trouve qu'à Québec solidaire, on a déjà déposé des beaux projets de loi dans les 4 dernières années qui n'ont pas tous été adoptés pour toutes sortes de raisons. Mais vous, personnellement? Oui, bien, le projet de loi sur l'accaparement des terres agricoles, je le trouve très intéressant. Ça a été déposé tout récemment. Dans le fond, pour vraiment protéger nos terres agricoles contre la spéculation et contre le fait que des gens de l'extérieur, par exemple, à l'étranger, achètent des terres, ne les cultivent pas et fassent juste les revendre. Donc ça, c'est problématique pour la relève, hein, qui ne peut pas acheter ensuite. Et en plus, il y a des terres qui vont être laissées en friche, puis là, bien, ça n'a pas de sens. Là. On veut vraiment que les terres servent à l'agriculture. Je ne sais pas si ça se ferait par projet de loi, mais moi, je trouve qu'un projet de loi pour développer le transport en région, partout au Québec, ça serait vraiment important parce qu'on voit que ça a été donné un peu à l'industrie privée, puis finalement, on a perdu des services. Là, dans Portneuf, on a un beau réseau qui est assez limité. On sait que la corporation est vraiment motivée à faire plus, mais l'argent ne suit pas souvent, c'est ce qu'on s'est fait dire. Donc, pourquoi pas un projet de loi pour dire là, il faut que les régions puissent avoir des alternatives en transport et pas juste du vélo. Pas juste des autobus, ça prendrait des voitures en autopartage, peut-être des mobylettes en location, des vélos électriques en location, et un réseau de transport. On pourrait ajouter le ferroviaire, on pourrait vraiment intégrer. En ce moment, c'est un gros enjeu dans la région. Il y a beaucoup de jeunes, entre autres, dans les projets comme Carrefour Jeunesse Emploi. Ouais. C'est leur principal enjeu, le transport. Ouais, c'est même pas le logement, c'est même pas l'emploi, c'est le transport. Donc, pour moi, je trouve que ça serait, pour les personnes âgées aussi, là, il y a beaucoup d'enjeux à ce niveau-là. En terminant, vous allez faire une déclaration d'amour au fleuve à Grondines ce samedi 17 septembre. 17 septembre en après-midi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, en fait, dans notre plateforme, excusez-moi, Québec solidaire, on a plusieurs choses autour du fleuve dans notre plateforme. On veut permettre l'accès au fleuve déjà. C'est quelque chose qui est important, notamment dans les villes. Là, à Québec, il y a eu des sorties là-dessus. Nous, on est quand même chanceux dans Portneuf. On a quelques accès au fleuve, mais c'est même à certains endroits, c'est quand même limité. Mais c'est aussi pour la protection du fleuve. Donc, on fait une déclaration d'amour pour notre fleuve en disant qu'on veut le protéger contre tout ce qui pourrait endommager ses écosystèmes. Et voilà, donc on pense que ça touche plusieurs circonscriptions, ça touche notre histoire. On trouve ça intéressant aussi, tous les liens qu'il y a eu avec le comté de l'autre côté, le Binière, toute l'histoire de Portneuf, les ponts de glace et tout ça. Donc c'est vraiment un bijou, un joyau qu'on aime et qu'on veut protéger. Et vous allez faire ça justement, comment ça fonctionne en fait? Alors à 2h30, donc après le marché public, on invite les gens à venir au quai de Grondines. On va mettre quelques embarcations à l'eau, sans moteur, là, kayak, canot, planche à pagaie. Et on va faire une petite déclaration très, très chaleureuse. Il annonce beau. La marée va être parfaite. Il va faire peut-être un petit peu frais. Là, ça va être mai annonce soleil. Donc, on invite les gens à venir au quai de Grondines. C'est la route Henri-Saveur en fin de semaine aussi. Donc, il y aura peut-être des gens qui seront de passage. Vous serez avec nous mardi soir prochain pour le débat? Oui, certainement. J'ai très hâte. Alors, Anne-Marie Melançon, merci beaucoup de cet entretien, puis bonne fin de campagne. Merci. Merci. Bonne soirée. Après la pause, des nouvelles, il y a un reportage sur le Centre d'expertise à la biomasse. Chez Élections Québec, on note que les gens votent de moins en moins. Alors, pour inverser la tendance, on fait l'inverse de ce qu'on ferait normalement. Normalement, on prendrait une influenceuse cool pour convaincre les millénarios. Allô tout le monde, allez voter, c'est important pour la démocratie. Mais pour faire l'inverse, on a pris un baby boomer. Dans mon temps, on y allait voter. On n'avait pas besoin d'être influencé, tu sais. Influenceur, même pas une vraie job. Cette année, on inverse la tendance. Tout le monde vote. Chez Élections Québec, on note que les gens votent de moins en moins. Alors, pour inverser la tendance, on fait l'inverse de ce qu'on ferait normalement. Normalement, vous donnerez les meilleures raisons d'aller voter. Allons voter pour assurer la vitalité de notre démocratie, pour exprimer... Mais pour faire l'inverse, on vous donne les pires excuses pour pas y aller. J'arbitre au kinball. Je suis pas capable d'ouvrir ma porte. Les astres sont pas alignés. Mon poisson rouge m'inquiète. J'attends un fax! Cette année, on inverse la tendance. Tout le monde vote.
Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem, était de passage à Donnacona vendredi dernier en compagnie de sa candidate dans Portneuf, Jacinthe Ève Harel. Un point de presse se tenait chez le concessionnaire Donnacona Ford sur le boulevard des Écureuils en avant-midi, suivi d'une visite au bureau de circonscription de la candidate sur l'avenue Jacques-Cartier, aussi à Donnacona. Le chef conservateur du Québec a annoncé que son parti supprimerait la TVQ sur les biens usagers, dont les automobiles. La candidate Jacinthe Ève Harel, native de Donnacona, a profité de l'occasion pour affirmer qu'elle apportera du changement dans Portneuf. Elle estime que la région de Portneuf est une région négligée et qui a même régressé dans certains secteurs comme les études de niveau secondaire. Mme Harel sera avec nous en studio à Info-CJSR le jeudi soir 22 septembre prochain. À Pont-Rouge, vendredi après-midi, le président fondateur du groupe Medway, Yann Boudreau, gestionnaire de cliniques médicales et promoteur immobilier spécialisé dans le domaine de la santé, et le maire de Pont-Rouge, Mario Dupont, ont procédé à la pelletée de terre symbolique du carrefour Pont-Rouge, situé au 20 route de la Pinière. Ce projet à vocation commerciale de 10 millions de dollars se réalise en complémentarité avec le quartier Anastasie, dont la construction a débuté en 2020 et qui comptera au total 115 unités résidentielles et une clinique médicale. Plusieurs nouveaux commerces verront le jour dans ce complexe de 55 000 pieds carrés dès l'été prochain, comme nous dit le président de Medway, Yann Boudreau. En cet effet, cet investissement de plus de 10 millions de dollars, s'ajoutant aussi aux 35 millions déjà investis dans le quartier Anastasie, permettra d'accueillir plusieurs grandes bannières comme Super C, merci, la SAQ, la Banque nationale, Dollarama, Mondou et plusieurs autres. À compter de l'été prochain, tout en bonifiant l'offre de services de santé et des logements locatifs dans les environs. Pour le maire de Pont-Rouge, Mario Dupont, ces nouveaux commerces de services viennent combler un déficit commercial. Pont-Rouge fait partie des villes de centralité. Et pour une ville de centralité, on doit offrir des services de proximité au niveau du commerce, et ainsi de suite. Pont-Rouge, on avait un déficit. Mais on est en train de rattraper, puis je suis bien content d'avoir un entrepreneur qui est ici pour nous aider à rattraper. Enfin, on n'aura pas juste le titre, mais on va avoir les services qui viennent avec. La construction du Centre provincial d'expertise en énergie biomasse à Saint-Marc-des-Carrières a débuté. Ce projet place Portneuf en tête de file provincial pour le développement de cette énergie et particulièrement le chauffage à la biomasse. Il s'agit d'un projet d'environ 1,5 million de dollars. Aubert a rencontré l'initiateur du projet et président de la Chambre de commerce de l'Ouest de Portneuf, Jean-Pierre Naud. La mission première du centre d'expertise, c'est transmettre connaissances et savoir-faire pour opérer des systèmes automatisés de production de chaleur à partir de biomasse locale résiduelle. Faire tomber aussi les préjugés qui sont associés souvent à la combustion du bois. Okay? Dans les systèmes automatisés, compte tenu que c'est des systèmes contrôlés par des automates en temps réel, c'est des systèmes qui ont très peu d'émissions ou pratiquement pas d'émissions de particules fines. Donc ici, il va y avoir quoi, là? Ici, c'est l'espace où va être installé le système de chauffage 300 kW. Il y a un réseau de distribution qui va porter l'énergie vers les bâtiments chauffés. Okay? Puis, on a un réseau de distribution qui va venir porter l'eau chaude dans tous les espaces d'entrepôt. Ça, c'est des espaces qui vont être offerts en location. Okay. Donc, c'est des espaces d'entreposage chauffés à longueur. Le ciment va être coulé prochainement par-dessus toute la tuyauterie qui va chauffer les planchers. Ça nous prenait un consommateur d'énergie pour notre centrale de 300 kW de puissance. Donc, on a décidé de construire des entrepôts parce que c'est un service qui manquait sur le territoire. On va chauffer aussi le bâtiment de la Chambre de commerce ici, puis on envisage éventuellement, on peut aller porter l'énergie à environ 1 kilomètre avec un réseau souterrain isolé.
Puis à 1 km, on perd à peu près 1 centigrade de chaleur sur 1 km de perte d'énergie. Donc on a un projet de construction d'une serre tout près du centre d'expertise ici. Puis éventuellement, pourquoi pas, un petit développement domiciliaire de mini-maisons où on chaufferait toutes les maisons avec notre 300 kW et aussi rue et trottoir, comme en Finlande. Ça serait ici éventuellement le développement domiciliaire. Oui, éventuellement, oui. On en discute, là, mais c'est un rêve qui s'approche tranquillement. Puis là, bien, il y a un centre de personnes âgées qui n'est pas très loin, ce qu'on voit la grosse bâtisse. Ça pourrait être bien intéressant que les gens aient accès à une serre communautaire. C'est une belle activité pour des personnes âgées de pouvoir aller, je sais pas moi, faire du jardinage. Du jardinage, oui, mais pratiquement à l'année dans la serre. Ouais. On a un espace qui est réservé pour interprétation, un espace de sensibilisation, d'interprétation sur toute l'histoire de la bioénergie, de l'âge de pierre, aujourd'hui et demain, où on s'en va. On envisage aussi l'interprétation sur les nouvelles techniques ou les nouveaux matériaux de construction. Un exemple, l'isolation du chanvre par le chanvre. Donc, c'est des matériaux de proximité, tout comme des résidus de bois biomasse. Donc, l'idée, c'est de faire le centre d'expertise, une espèce de vitrine permanente sur les technologies, puis comment on peut, on parle beaucoup d'achat local, circuit court, etc., mais finalement, c'est ce qu'on veut démontrer, mais à l'année. C'est surprenant comment on a de résidus, finalement, qui ne sont pas valorisés en milieu rural au Québec. Puis souvent, ils sont enfouis. On ne sait pas trop quoi en faire. Donc l'objectif, c'est de réduire notre dépendance le plus possible aux énergies fossiles. On parle de plus en plus qu'on va manquer de volume ou d'électricité, mais finalement, si on chauffe des bâtiments institutionnels avec de la biomasse plutôt que de l'électricité, c'est que le milieu rural a la capacité justement de participer à la réduction de la consommation d'énergie électrique. Si on libère l'énergie électrique, bien, on va pouvoir faire tourner des moteurs, on va pouvoir allumer des lumières, puis brancher des autos pour le transport électrique. Le dôme, c'est l'entreposage du combustible, puis c'est un centre de séchage aussi. Donc on peut recevoir des voyages de bois brut, des bois en tronc, si on veut. Puis on va les chipper directement dans le dôme. Si c'est du bois qui est déjà comme assez sec, 20-25 %, on chip dans le dôme, puis on pousse, puis on entrepose tout simplement. Si c'est du bois qui est complètement vert, à 50-55 % d'humidité, on a une grille de séchage de 70 pieds de long, 10 pieds de large. Puis on va étendre un lit de copeaux là-dessus d'environ 1 mètre d'épais, puis ça va nous permettre de sécher en 3 jours, environ 3 ou 4 jours, avec le système de séchage, on est en mesure de produire un combustible à 20-25 %. On voit, il y a un très gros tuyau qui a 30 pouces de gros. Il va aller chercher de l'énergie à l'intérieur d'une petite salle mécanique où on a un très gros ventilateur. Puis il y a des radiateurs, si on veut, qui sont chauffés par la biomasse. Puis on va envoyer de l'air chaud, très chaud, en dessous de nos grilles de séchage pour faire sécher notre copeaux. Ah, okay. Mais là, la particularité, où on va un peu plus loin ici, c'est que notre ventilateur va aller chercher la chaleur qu'il y a dans l'entretoit des entrepôts. On a 203 pieds d'entrepôt, puis on a mis la toiture en noir. Puis notre toiture noire, ici, on est orienté sud-ouest. Donc l'entretoit va devenir très, mais très chaud.
Donc, on va aller récupérer cette chaleur-là solaire, OK, pour venir faire sécher notre copeaux. Ici, il va y avoir des caniveaux en ciment qui vont être coulés. Puis, il va y avoir un vide en dessous. Les grilles de séchage sont installées sur les caniveaux. Puis, l'air chaud, chauffé, va arriver, parce que là, c'est pas aménagé encore, mais ça va rentrer ici par le gros tuyau noir qu'on voyait de 30 pouces. C'est des grilles de séchage avec des orifices où l'air chaud va sortir, sont toutes de côté. Ça, ce qui arrive, c'est que ça va empêcher les particules de bois d'aller boucher les petits trous. OK? Ah oui, OK. Ça sort chaque côté. Puis comment les copeaux vont passer de là où ça sèche et tout ça, jusqu'à côté ici où ça va être brûlé, là? Ici, il y a un silo, un réservoir qui s'en vient sur une dalle de béton. OK. Lui, il y a un toit hydraulique, puis c'est un tracteur avec une chargeuse. On va charger dans le dôme, puis on vient mettre le copeau dans le silo. Ah, OK. OK. On a une autonomie prévue d'environ 5-6 jours, le silo plein. Tout ça, c'est parti de l'initiative de la Chambre de commerce de l'Ouest. Oui, c'est ça. C'est la Chambre de commerce qui a initié le projet de chaufferie de Saint-Gilbert. Là-bas, on chauffe l'église, le presbytère et aussi l'hôtel de ville. Ça va être la 8e année cette année. À Saint-Gilbert, on utilisait quand même tout près de 30 000 litres d'huile par année. Aujourd'hui, à Saint-Gilbert, c'est 80 tonnes de résidus bois locaux pour 5 900 $ de combustible plutôt que 47 000 $ de mazout ou d'huile à chauffage. Les travaux de dragage dans la rivière Sainte-Anne au centre-ville de Saint-Raymond sont maintenant terminés, de même que l'installation des 17 blocs de granit plus au nord de la rivière dans le but de retenir les glaces et le frasile. Quelques 30 000 tonnes de gravier ont été enlevées de la rivière dans le secteur de l'Estacade depuis la mi-août et transportées sur un terrain municipal accessible par la rue Guyon. Cette matière servira dorénavant de pierre concassée qui sera utilisée ailleurs dans la municipalité. Il en aura coûté 241 000 $ pour le dragage et 227 000 $ pour la fabrication et l'installation des 17 blocs de granit. Chaque bloc pèse environ 5 tonnes. Le gouvernement du Québec et l'Université Laval accompagnent la ville de Saint-Raymond dans cette démarche de limiter au maximum une inondation de la rivière Sainte-Anne au centre-ville par embâcle de glace. La ville de Saint-Raymond a débuté des négociations avec le diocèse de Québec pour se porter acquéreur du presbytère et de l'église de Saint-Raymond. Dans leur vision d'avenir, la ville et la fabrique sont d'avis que ces deux bâtiments devront changer de vocation et devront continuer à servir la communauté. De plus, le diocèse de Québec est de plus en plus ouvert à ces négociations pour se départir de ces lieux. La ville souhaiterait s'entendre rapidement pour l'achat du presbytère. Plusieurs projets sont sur la table. Écoutons le maire de Saint-Raymond, Claude Duplain, suivi du conseiller mandaté au dossier, Claude Renaud, lors du dernier conseil de ville. Nous avons commencé, là, Claude Renaud et moi, à négocier avec les gens du presbytère et de l'Église. Donc, c'est le diocèse de Québec qui nous a demandé d'avoir une résolution afin de nous permettre à continuer ces négociations-là. Et donc, nous allons vous revenir au fur et à mesure que ces négociations-là prendront forme. La ville de Saint-Raymond caresse depuis plusieurs années un projet de bibliothèque municipale, un peu comme au centre-ville de Montmagny, où la bibliothèque a été aménagée en partie dans l'ancien presbytère Saint-Thomas, auquel s'est greffée une construction de type verrière. De plus, sur le plan énergétique, un projet de chaufferie à la biomasse forestière est envisagé pour alimenter Place de l'Église, qui comprend aussi le centre multifonctionnel et l'aréna de Saint-Raymond.
Autre dossier à Saint-Raymond, la Ville s'inquiète du déménagement des usagers du 2e étage de l'hôpital régional de Saint-Raymond vers les CHSLD du territoire. Certains se retrouvent au CHSLD de Saint-Raymond, d'autres peut-être à Saint-Casimir, mais surtout à la Maison des aînés, actuellement en construction à Pont-Rouge. La Ville de Saint-Raymond a été mise au courant de ces déménagements la semaine dernière par des usagers. Le maire Claude Duplain attend des explications du CIUS de la capitale nationale et souhaite que les étages de l'hôpital améliorent l'offre de services dans sa mission régionale. On l'écoute. Tout le monde se souvient du moment où ils ont vidé le 3e étage pour créer un CHSLD à Pont-Rouge. Maintenant, on a l'impression de vider le 2e étage pour encore remplir un bâtiment à Pont-Rouge. Si c'est à une certaine condition que l'hôpital se réforme et qu'il devienne un vrai hôpital où on peut se servir d'un hôpital régional, le convertir vraiment en hôpital régional dans son fonction d'hôpital, c'est déjà moins pire, mais c'est les assurances qu'on n'a pas présentement puis qu'on veut avoir. Le département des communications du CIUS de la capitale nationale nous a confirmé cette semaine que les 32 usagers et les familles ont été rencontrés et sont accompagnés dans leur choix de leur milieu de vie et aussi lors du déménagement. Le CIUS entend plutôt favoriser les soins de courte durée et de proximité au 2e étage de l'hôpital de Saint-Raymond pour éviter aux Portnevois les déplacements vers les hôpitaux de Québec. Les villes de Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Uribe, Saint-Alban et Saint-Léonard de Portneuf se regroupent pour offrir un service d'urbanisme et d'inspection intermunicipale. Saint-Marc-des-Carrières chapeaute le projet et crée un poste de directeur des services d'urbanisme et des projets spéciaux. Écoutons le maire Marion Leclerc. Alors, on va créer un poste de direction. Évidemment, c'est en relation directe avec ce qu'on vient de passer comme entente intermunicipale. On va ouvrir un poste de directeur pour couvrir cette fameuse entente intermunicipale et aussi offrir des services supplémentaires à Saint-Marc-des-Carrières. Un comité de sélection des candidatures a été mis en place. Saint-Marc-des-Carrières acheminera une demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour mettre de l'avant cette nouvelle entente de services intermunicipal. D'autre part, la ville de Saint-Marc-des-Carrières s'est portée acquéreur du camion échelle usagé de la ville de Saint-Raymond au coût de 80 000 $. Ce camion à nacelle, en service depuis 1994, ne répondait plus aux besoins de Saint-Raymond, qui a acquis l'été dernier un nouveau camion doté d'une échelle de 110 pieds et d'un panier. Pour Saint-Marc-des-Carrières et les municipalités de l'Ouest de Portneuf, ce camion équipé d'une échelle de 75 pieds permet maintenant aux pompiers d'avoir accès plus facilement et d'une façon sécuritaire au toit d'un immeuble de 3 étages, c'est-à-dire de 24 pieds et plus. Écoutons à nouveau le maire Marion Leclerc. Alors, étant donné que notre directeur de la protection des incendies nous a sensibilisés à la protection, évidemment, des pompiers et aussi à la qualification de son travail. Alors, le camion échelle va permettre de répondre aux risques que représentent les bâtiments en hauteur de 24 pieds et plus pour la ville, puis aussi les municipalités voisines. Il y a aussi cette fameuse acquisition-là permettra de réduire les risques d'accidents aux pompiers, étant donné qu'ils accèdent au toit des bâtiments via une échelle portative. Alors là, on va remplacer cette échelle portative-là par le camion échelle ou camion à nacelle. À Pont-Rouge, quelques 350 coureurs ont répondu à l'appel de la municipalité et de l'organisme Je cours Pont-Rouge en fin de semaine dernière pour réclamer au gouvernement du Québec la construction d'une école secondaire à Pont-Rouge dans un horizon rapproché. Des parents et des enfants ont pris part aux courses de 1 et 2,5 km de la 10e édition des Tours de Pont-Rouge en portant le bleu pour l'occasion. Le ministère de l'Éducation a refusé cet été une première demande du Centre de services scolaires de Portneuf pour une
une construction neuve à Pont-Rouge. Comme nous le disait la directrice générale Marie-Claude Tardif à Info-CJSR le 25 août dernier, le ratio du nombre d'élèves en dépassement par rapport aux 130 millions que coûterait une école secondaire neuve n'est pas encore justifié par le ministère, mais il faudra quand même servir adéquatement les nouveaux élèves de niveau secondaire d'ici là. Et le centre de service travaille actuellement à trouver des solutions. L'école primaire du Perce-Neige accueille actuellement plus de 950 élèves et un agrandissement est prévu. L'an dernier, un comité de citoyens de Pont-Rouge avait amassé plus de 3000 signatures d'appui au projet. La pétition a été déposée à l'Assemblée nationale par le député sortant de Portneuf, Vincent Caron. Selon le maire de Pont-Rouge, Mario Dupont, la courbe démographique actuelle indique que l'âge moyen de sa population est inférieur à la moyenne provinciale et que Pont-Rouge sera la ville la plus populeuse de Portneuf avec près de 12 000 habitants au cours des prochaines années. Le maire de Pont-Rouge craint aussi l'exode des nouveaux élèves de niveau secondaire de la municipalité vers les écoles privées de la communauté métropolitaine de Québec. Dans Portneuf, on retrouve 3 écoles secondaires, une à Saint-Raymond, une autre à Saint-Marc-des-Carrières et la 3e à Donnacona. Expo Donnacona a connu un record d'achalandage en fin de semaine dernière. Quelques 150 exposants extérieurs et intérieurs, manèges, spectacles et un salon de l'emploi ont animé le secteur de l'aréna, de l'école secondaire et du complexe sportif de Donnacona. Une trentaine d'employeurs ont offert plus de 300 emplois au salon de l'emploi. Philippe a capté plusieurs images et rencontré le promoteur Simon Langlois. On écoute sa capsule. En fait, l'Expo Donnacona, c'est un événement qui est très familial. C'est gratuit, c'est familial, c'est inclusif. Fait qu'on a 60 000 pieds carrés de manège, on a une grosse scène l'Auto-Québec avec des shows gratuits toute la fin de semaine. Mais la base de l'expo, c'est aussi 150 kiosques d'exposants de la région de Portneuf, des environs, qui viennent présenter leurs produits, services sur place. Puis c'est vraiment ça fait rouler l'économie de la région, puis c'est ça qu'on est fiers, là, en fait. Donnacona a 53 ans cette année. Ça aurait fait 54 en fait éditions si on n'avait pas eu la pause COVID d'un an qu'on a sauté en 2020, mais c'est la 53e édition cette année. En fait, elle a quand même un historique assez long que je ne ferai pas le tour, mais à la base, ça a commencé juste avec des kiosques d'exposants. Après ça, c'est greffé, quelques petits spectacles, tout ça, un peu d'animation. On a greffé les manèges en 2007. On a signé des gros partenaires comme l'Auto-Québec, comme Desjardins, comme la ville de Donnacona, qui nous ont permis de grandir vraiment l'événement puis le rendre à un point où est-ce qu'on est aujourd'hui, que il passe au-dessus de 60 000 personnes en 4 jours. Fait qu'on est très fiers, puis ça va juste dans le bon sens. En fait, à date, l'achalandage est juste incroyable. On s'est même fait prendre hier qu'il y a eu beaucoup de monde. Il a fallu réagir et faire des ajustements, choses qui vont être faites pour ce soir. On est samedi aujourd'hui. Mais à date, écoutez, je vous le dis, ça n'a juste aucun sens le monde qu'on a eu. Le jeudi, on a pratiquement triplé nos ventes sur place, nous, dans nos différents points de service. Hier, on a doublé ce qu'on a eu comme record d'achalandage pour une journée. Fait que vraiment, on est vraiment satisfait
satisfait. J'aime mieux pas me prononcer tout de suite sur un chiffre d'achalandage parce qu'on est quand même juste samedi, mais on s'attend à notre plus grosse foule à vie aujourd'hui. On est prêt, puis on espère que le monde va être au rendez-vous aujourd'hui. Définitivement, c'est sûr que bon, on a toujours des choses à améliorer d'année en année, chose qu'on essaie de faire. Il y a eu des petits bémols hier, chose qu'on a déjà corrigé le tir. Mis à part ça, honnêtement, les gens sont au rendez-vous. Le monde vient de partout. Ça appelle de Québec, de la Beauce, de Montmagny, de la Rive-Sud. C'est vraiment incroyable, honnêtement, le monde qu'on a cette année. Fait que on peut pas dire que c'est une réussite parce que l'événement n'est pas terminé, mais du moins les deux jours qu'on a fait jusqu'à présent, c'est juste incroyable les journées qu'on a eues. Les exposants sont contents, les partenaires sont contents. Le Salon de l'emploi qui était une nouveauté cette année, c'est des employeurs de la région, 30 employeurs de la région qui ont déjà plusieurs bonnes candidatures. C'est vraiment, vraiment le fun. Fait qu'on s'enligne bien là, pour les prochains jours. L'an prochain, ce qui est important de savoir, c'est que nos valeurs restent les mêmes. Fait qu'on va garder l'événement gratuit, on va faire des spectacles encore avec une programmation qui va être incroyable encore l'année prochaine. On va faire des bons ajustements pour que l'expérience client soit encore améliorée. Puis, écoutez, on garde la même formule gagnante de l'Expo de Donnacona qui plaît à tellement de gens puis qui plaît à tellement de populations. Fait que c'est notre but premier d'attirer les gens d'un peu partout puis venir voir notre belle région de Portneuf puis notre belle ville de Donnacona. Le projet intitulé « Découvrir la vie civique, publique et municipale de la MRC de Portneuf pour valoriser la langue française auprès des immigrants » a été retenu parmi les 15 projets qui se sont démarqués du programme Accueillir en français, édition 2022 du gouvernement du Québec. Une série de 10 ateliers permettront aux personnes issues de l'immigration de découvrir, en dehors d'un contexte scolaire traditionnel, la vie civique, publique et municipale de Portneuf. La coopérative de solidarité La Vallée Bras du Nord à Saint-Raymond souligne ses 20 ans d'existence en ce mois de septembre 2022 et par le fait même les 20 ans du directeur général Frédéric Asselin au sein de l'organisation. Frédéric Asselin est entré en poste le 8 septembre 2002. Ses qualités de visionnaire l'ont amené à idéaliser et à porter ce grand projet récréotouristique à Saint-Raymond pour faire de la Vallée Bras du Nord la destination qu'on connaît aujourd'hui. Sur la scène policière, samedi soir dernier, 10 septembre, vers 23h45, les policiers de la MRC de Portneuf ont capté un véhicule filant à 166 km/h sur l'autoroute 40 en direction est, dans le secteur de Neuville. À bord prenait place un enfant de moins de 9 ans, sans siège pour enfants ni siège d'appoint. Le conducteur de 33 ans de Pont-Rouge possédait un permis de conduire sanctionné, n'avait pas en sa possession le certificat d'immatriculation et conduisait un véhicule qui était interdit de circuler suite à une décision de la Société de l'assurance automobile du Québec. L'homme a reçu 5 constats d'infraction pour un montant total de 2 502 $ en plus de 17 points d'inaptitude. Son véhicule a été saisi pour une période de 30 jours. La ville de Shannon estime à plus de 3 000, un record, le nombre de visiteurs à la 3e édition du Happening Festibiaire qui se tenait le samedi 3 septembre dernier au parc municipal. L'événement qui entourait le 75e anniversaire de la municipalité a permis d'ouvrir au public les portes du service de la sécurité publique de Shannon tout en proposant les spectacles de la musique du Royal 22e Régiment et du trio de musique celtique et irlandaise Irish Tree, entre autres. En cette période de chasse, la Sûreté du Québec et le Bureau du contrôle des armes à feu et des explosifs rappellent aux propriétaires d'armes à feu leur obligation de détenir un permis valide en tout temps. Le Bureau de contrôle des armes à feu et des explosifs invite les détenteurs du permis, à aviser sans délai le contrôleur des armes à feu d'un changement d'adresse par l'entremise du Programme canadien des armes à feu, et ce, même si l'adresse du propriétaire ne figure pas sur le permis. La mise à jour de ces données facilitera le renouvellement du permis à échéance et permettra aux propriétaires de recevoir leur avis de renouvellement à temps.
La ville de Shannon ouvrira l'accès aux personnes qui souhaitent récupérer leurs embarcations aux abords de la rivière Jacques-Cartier les samedis et dimanches 15 et 16 octobre à partir de la descente à bateau du chemin de Gosford. Dès le lundi 17 octobre, l'accès sera de nouveau fermé pour le reste de la saison en raison des travaux de réfection du pont piétonnier de Gosford réalisés actuellement par le ministère des Transports jusqu'à la mi-décembre. Et un petit mot pour dire que dans la Jacques-Cartier, toujours à Sainte-Brigitte de Laval, hier, en fait, les élus et leurs partenaires ont inauguré les nouvelles installations du sentier des dunes menant à la rivière Montmorency. Ce sentier, équipé maintenant d'aires d'accueil et d'espaces de repos et doté d'une meilleure signalisation, était attendu, oui, par les randonneurs, mais aussi par les élèves et les enseignants des 3 écoles primaires avec son programme d'éducation classe nature. Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine. Merci à Charles, Aubert, Tony, Suzy, Carole, Philippe et nos invités. Merci de nous suivre à chaque semaine sur nos différentes plateformes. Et on se laisse avec des images de l'épluchette de blé d'Inde annuelle qui se tenait au Centre Nature de Saint-Basile en fin de semaine dernière, organisée par Accès Travail Portneuf et la MRC de Portneuf et la municipalité de Saint-Basile. 400 personnes participaient justement à l'événement. Alors, bonne semaine. Ciao, Robert.